J'invite désormais M. Marc Demeuse, vice-recteur à l'enseignement de l'Université de Mons en Belgique et directeur de l'Institut d'administration scolaire à prendre la parole pour répondre à la question « Quelle ouverture de l'école au lieu de production de savoir sur l'éducation ?» Merci beaucoup. Oula. Oui, voilà, je crois que c'est parti. Merci d'abord à vous pour cette invitation. Alors, je ne vais pas me risquer à remercier chacun d'entre vous selon vos grades et qualités, mais considérez que c'est avec beaucoup de sympathie que j'ai accepté cette invitation à rejoindre Besançon, et pour beaucoup de raisons, mais évidemment la création d'une maison universitaire, évidemment, c'est quelque chose qui appelle l'universitaire, et puis nous sommes aussi un peu dans le même processus, puisque dans mon université, on est en train de mettre la dernière main à la Bibliothèque des sciences humaines et au Théâtre des savoirs qu'on inaugurera dans une année et quelques mois en principe. Donc je suis très sensible évidemment à cette invitation. Alors quelques mots peut-être rapidement par rapport au lien entre recherche et enseignement. Alors évidemment, moi j'ai une phrase qui très souvent me trotte en tête, et en particulier au moment des 50 ans des sciences de l'éducation, qui est une phrase de Gaston Mialaré. Alors ça n'a pas toujours été la doctrine ou la position des chercheurs en éducation, mais l'idée que les sciences de l'éducation ont un intérêt pratique, je pense que c'est essentiel de se rappeler cela. Évidemment, le dernier mot reste aux enseignants. Mais je pense que cette idée de s'inscrire dans une science pratique, ça n'a rien de déshonorant, même s'il a fallu sans doute faire sa place dans le domaine des sciences humaines. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à trop se poser de questions. Nous sommes bien une science orientée vers la pratique. Peut-être qu'il reste encore quelques collègues qui ne partagent pas cette idée, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ce genre de choses. Alors, évidemment, il faut avoir des espoirs raisonnables. Hein. Si on revient en arrière, nous n'allons pas, avec la science, et en particulier les sciences de l'éducation, révolutionner le monde et régler tous les problèmes comme on pouvait l'imaginer. Et c'est peut-être heureux, parce que l'image qu'on voit ici, et qui date de plus d'une centaine d'années, elle n'était pas forcément très heureuse non plus, de se dire finalement, on allait pouvoir relier le savoir en broyant des livres et passer directement à la tête de nos élèves ce qu'il y avait dans ces ouvrages. Certainement pas. Alors, question évidemment qu'on se pose souvent quand on est chercheur en éducation, ce qui est mon cas, c'est finalement à quoi sert-on? Si on essaye d'être utile, est-on vraiment utile pour l'enseignement? Est-ce que nos contributions sont pertinentes, et est-ce que finalement on en fait quelque chose? Alors parfois on ronchonne comme chercheur en se disant qu'on a trouvé plein de choses ou qu'on pense être vraiment intéressant, et ça passe pas, mais on n'est évidemment pas dans un modèle d'osmose, hein. C'est pas si simple que ça. Notre modèle qui permet de lier l'école à la recherche sur l'école, c'est beaucoup plus compliqué que les modèles, ou que certains modèles physicistes qu'on peut trouver. Et bien sûr, il faut s'intéresser à la perméabilité, à la porosité, aux infiltrations, et je pense que chacun d'entre nous doit réfléchir à cela. C'est notre boulot aussi de médiatiser, comme on l'évoquait tout à l'heure, nos savoirs, et de les rendre non seulement utiles, mais aussi, en quelque sorte, c'est sans doute pas un joli mot, mais consommables, c'est-à-dire capables d'être assimilés par ceux qui pourraient en faire usage. C'est le boulot aussi. Les chercheurs, pendant sans doute très longtemps, n'ont pas pris la mesure de cela. La communication, on la faisait entre nous, entre pairs, et on oubliait que nos collègues enseignants du premier, du deuxième, du second degré étaient aussi des consommateurs, des usagers, et encore peut-être plus important, qu'ils nous aidaient à construire ce savoir, parce que c'est un savoir sur l'école, et que l'école, elle existe, c'est un corps vivant, et on ne peut pas faire de recherche sur l'école sans aller à l'école. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, évidemment, on peut garder à l'esprit ce genre de choses, publiées en 86, dans la revue française de pédagogie, en disant qu'évidemment, les relations, je pense qu'on ne changerait pas grand-chose, les relations restent complexes entre l'école et nous, ou entre nous et l'école, entre les autorités et la recherche en éducation. Tout ça, c'est pas simple. Mais certainement que la question à résoudre aujourd'hui, c'est de dire comment fait-on pour dépasser ce constat, qui est sans doute pas très heureux, hein. Je vous le laisse lire, vous lisez plus vite que je ne pourrais le lire, donc voilà, cette opposition, cette idée que ce que nous faisons n'est pas très pertinent, par exemple. Et
toujours dans les années 80, moi je pense qu'il est utile aussi de retourner en arrière, on a besoin d'historiens, et il faut sans doute regarder ce qu'on pouvait dire en 84 dans une commission nationale de l'UNESCO qui disait mais finalement ce qu'il faut se poser comme question c'est qui a besoin de la recherche en éducation. Alors moi j'espère qu'on a besoin de la recherche en éducation. Tous les jours notre boulot c'est aussi de le démontrer, sinon ma foi à quoi bon? De quel type de recherche a-t-on besoin? Et là aussi, on ne peut pas faire la recherche tout seul dans son coin en disant « moi je sais ce dont on a besoin ». Oui, bien sûr, je sais ce dont j'ai envie, ça c'est sûr. Je sais ce que j'aimerais faire comme recherche, etc. Mais la question de qui va décider, qui va nous aider à proposer des recherches pertinentes, c'est quelque chose qu'on doit aborder aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on doit abdiquer notre autonomie de chercheur. Pas du tout, c'est pas ça la question. Mais c'est de se dire, mais finalement, il y a des questions vives, et ces questions vives, comment sont-elles vives pour nous aussi, et comment fait-on en sorte que ces questions vivent? Donc, c'est-à-dire qu'elles nous alimentent, qu'elles percolent dans l'autre sens. Je dis, le modèle n'est pas un modèle mécanique où les choses passent dans un sens à travers une membrane semi-perméable. On va devoir aussi s'imprégner des questions du moment, parfois pour les reposer, parce qu'elles sont curieusement posées pour nous, parce que parfois elles sont insolubles, telles qu'elles sont posées, elles ne nous permettent pas d'apporter une réponse, ou la réponse serait tellement générale qu'on n'arriverait de toute façon pas à grand-chose. Donc évidemment, notre travail de médiatisation, il marche dans les deux sens. De comprendre les questions qui nous sont posées, c'est aussi un travail de chercheur. Et évidemment, les relations que nous avons avec l'administration, avec l'école, à la fois dans la diffusion, mais aussi dans l'acceptation de nos travaux de recherche, la participation sur le terrain. On a l'habitude de dire en Belgique, mais c'est sans doute pas pareil dans beaucoup d'autres pays, c'est une fois que l'enseignant est dans sa classe, il ferme la porte et il est le roi. Alors nous, on est toujours en monarchie, évidemment, mais c'est vrai, entrer dans une classe pour y travailler, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, et c'est pas simple, et on peut comprendre pourquoi nos collègues du premier et du second degré n'ont pas toujours envie d'être pris pour objet ou pour sujet d'étude. Peut-être qu'on ne leur rend pas non plus toujours justice, ou que ce que nous en disons n'est pas très recevable, mais essayer d'observer ce que font les professeurs d'université dans leur amphithéâtre, c'est pas non plus simple, on n'est pas non plus tous volontaires pour faire de la pédagogie universitaire et faire en sorte que nos pratiques évoluent. Donc il faut aussi garder cela à l'esprit. Alors évidemment, moi je ne crois pas que les problèmes sont insolubles, mais ils sont multiples. Alors juste à titre d'anecdote, j'ai repris une petite caricature qui pose non pas le problème de la science et de l'enseignement, mais de la religion et de la science, et à quelques égards, on a parfois ce genre d'échange. Vous êtes sûr, vous avez les réponses, et puis nous, on vous pose des questions, et puis nos questions n'ont pas beaucoup de sens pour vous, et surtout, quand on vous les a posées, après, on oublie de vous ramener la réponse qu'on aurait peut-être trouvée, et donc, évidemment, les relations ne sont pas simples si on en reste sur une sorte de dialogue de sourds. Je pense que avoir des lieux, et j'aurai l'occasion un peu plus tard d'en parler, avoir des lieux où on peut échanger, c'est essentiel, parce que où se construit-on, où échange-t-on? Quand on regarde le modèle de notre système éducatif, encore une fois en Belgique, il n'y a pas forcément des lieux d'échange très, très favorables où on va retrouver nos chercheurs et nos enseignants. Il faut évidemment aussi, dans les problèmes difficiles, admettre que nous avons parfois des questions sur le pourquoi quand nos collègues ont des questions sur le comment. Et ça ne facilite pas évidemment la discussion. De se dire, mais moi je vous parle de pourquoi ça marche comme ça, et nous faisons ce travail d'analyse, et puis vous aimeriez savoir comment on fait avec ce système, vous aimeriez avoir des solutions. Parce que parfois, on qualifie de recettes toutes faites. Non, ce n'est pas des recettes toutes faites, mais il faut bien dire qu'à l'université, même si de plus en plus nous sommes pressés à plein d'égards, pressés par le temps, pressés par les demandes, pressés par les recherches de moyens, nous avons quand même un temps qui n'est pas le même que nos collègues du premier et du second degré, qui sont des temps très courts dans lesquels il faut pouvoir répondre en classe. Et les discussions que nous pouvons avoir sur comment apprendre à lire, c'est bien intéressant, mais ça commence le 1er septembre pour nos collègues et ça ne s'arrête que le 30 juin. Et tous les jours, il va falloir se poser cette question de comment je fais, alors que nous avons le temps, parfois dans une carrière complète, de nous interroger et parfois de changer d'opinion ou de reconstruire autrement les choses. Donc on est évidemment dans des situations qui sont pas simples. Et elles sont encore moins simples, évidemment, quand on doit former des enseignants. Puisque là, il faut tout de suite apporter des réflexions, des aides. Bon. C'est pas simple non plus le temps par rapport aux décideurs, parce que là, le temps est tout à fait différent. Le temps des mandats politiques n'est pas le temps des chercheurs non plus.
Et donc on a évidemment à trouver les moyens de travailler ensemble. Les lieux, j'y reviendrai. Les moyens, évidemment, ne sont pas les mêmes. Dans une classe, on est parfois tout seul. Dans une équipe de recherche, on peut être plusieurs. On a l'occasion de se confronter à des collègues lors de colloques, etc. Et donc, on est évidemment dans des situations qui sont très différentes. La notion de déontologie ou de contrainte est évidemment différente. Et d'ailleurs, c'est dans le monde latin, je pense, c'est pas seulement belge, mais le monde latin, expérimenter, c'est compliqué. Parce que les élèves ne sont pas des cobayes. Et ça, c'est quelque chose que nous entendons de nos collègues du premier et du deuxième degré. Mais les enfants sont tous les jours des cobayes quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire avec eux. Et au nom de quoi, ce que moi je fais comme prof, dans mon amphi, ce n'est pas une expérience sauvage. Est-ce que ce que je fais est le mieux pour eux? Je n'en sais rien. C'est ce que je crois être le mieux pour eux, avec des garanties de ne pas trop nuire. Pas trop nuire, mais on sait aussi que nos systèmes, le vôtre comme le nôtre, ne sont pas exempts de problèmes. De problèmes de gestion de l'hétérogénéité dont on a parlé tout à l'heure. Avons-nous les bonnes solutions? Avons-nous toutes les raisons de ne pas vouloir changer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt toutes les raisons de vouloir faire autre chose. Et donc, ça devrait nous pousser à pouvoir expérimenter et à revoir peut-être ce qui définit notre déontologie, nos pratiques avec les élèves, ce qui est admissible. Une expérimentation contrôlée, avec une répartition aléatoire des élèves, c'est pas scandaleux en soi. Il faut évidemment réfléchir à comment nous allons pouvoir faire ce genre de choses et surtout pourquoi c'est utile de le faire. Pourquoi la singularité doit être réinterrogée aussi à travers des processus plus larges, par exemple. Tout ça, ce sont des questions qui ne sont pas simples pour arriver à montrer ou à démontrer ou à illustrer l'usage de ce que nous faisons tous les jours, de ce que nous essayons nous de faire pour faire avancer les connaissances sur l'école pour qu'elles soient utiles à ceux qui font l'école, évidemment. Ça pose évidemment les problèmes de reconnaissance mutuelle, mais aussi de reconnaissance de chacune de nos situations. Ma valorisation à moi, ma reconnaissance comme prof d'université n'est évidemment pas la même, elle ne passe pas par les mêmes canaux que celle de mes collègues. Et parfois, le système presse à ne pas faire des choses utiles, mais à faire des choses qui génèrent du papier. Et la valorisation, elle est parfois aussi un des facteurs qui vont nous pousser à nous éloigner de l'école, à ne pas être utile, à ne pas apporter ou ne pas passer son temps à faire des choses qui prennent beaucoup de temps. Observer en classe, c'est essentiel, mais faire des questionnaires, ça va plus vite. Et donc, on va en effet voir dans la littérature beaucoup plus de littérature sur des pratiques rapportées que sur des pratiques effectivement observées. Mais ça, l'accélération, la problématique de la valorisation, de la reconnaissance, eh bien, c'est certainement une des contributions à ces choix particuliers de modèles de recherche. J'ai parlé déjà de la communication et de la difficulté qu'on a parfois à communiquer, alors que c'est en principe notre boulot de communiquer. C'est aussi le boulot de nos collègues du premier et du second degré, mais il y a sans doute des marges de progression, comme on dit. Et puis, il y a évidemment tout un aspect qui est essentiel chez nous. Nous formons encore nos instituteurs et nos profs de collège en haute école, à l'école normale, en 3 années. Et ça suppose évidemment d'aller vite et de faire ce qu'il y a à faire pour les former dans une perspective professionnelle, et je pense qu'on le fait pas trop mal, mais ça suppose aussi de réfléchir à la formation intellectuelle et au bagage qu'on peut leur donner pour entrer en discussion, en dialogue avec des chercheurs. Alors évidemment, on peut ne pas aimer les statistiques, mais pour une part, c'est certainement quelque chose d'utile aussi dans la formation des enseignants. Pas parce qu'ils vont produire des statistiques, mais parce qu'ils vont consommer des statistiques et qu'il faut qu'ils comprennent, sinon on leur racontera des choses qu'ils pourront toujours considérer comme vraies ou fausses en fonction de l'emballage qu'on en aura, mais sans avoir la capacité critique d'investir. Et donc c'est aussi important de réfléchir. Je parle des statistiques, je pourrais parler d'autres choses. Les neurosciences, c'est la même chose. On peut vous raconter beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas équipé pour trier, pour une part, ce qui semble vrai, ce qui semble moins vrai, ou en tout cas moins étayé, eh bien, vous allez prendre pour argent comptant. Et il n'y a pas loin entre la croyance, finalement, et ce genre de regard sur des nouvelles sciences, ou des sciences qu'on met au goût du jour, ou qui prennent le devant de la scène, et dans lesquelles on trouve beaucoup de choses très intéressantes, mais il faut aussi pouvoir apprécier de façon intelligente les choses. Alors, vous avez dit par rapport aux lieux, il y a beaucoup de lieux, mais il y a peu de lieux communs. Et il faut sans doute aussi réfléchir à ce que devraient être ces lieux, ce qu'ils pourraient être, et à la différence de qualité. Il y a des lieux physiques. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas de ceux qui
qui croient que le virtuel ou le à distance va remplacer tout le présentiel. Il est important de se dire que c'est un savant dosage entre les deux. Alors évidemment, la problématique française est un peu différente de la problématique belge. Titre d'illustration, nous sommes 11 millions sur le territoire de la Bourgogne. Donc évidemment, les distances ne sont pas tout à fait les mêmes, la nécessité de pouvoir échanger, etc., pose des problèmes qui sont en fonction du lieu où on se trouve, mais il est essentiel que ces lieux puissent être incarnés. Non seulement incarnés, qu'ils existent, mais qu'ils soient habités. Donc ça c'est aussi essentiel. Donc on ait le temps de les habiter et de les habiter ensemble. Donc implantation physique, évidemment, ça ne suppose pas de supprimer le virtuel. J'ai mis les livres dans le virtuel au sens où ce n'est pas un lieu qu'on habite, mais c'est un lieu qui nous aide à nous déplacer en pensée. Il y a des lieux synchrones où on se retrouve. Par exemple, ici, nous sommes tous en même temps au même endroit, et puis il y a des moments où on n'est pas tous en même temps au même endroit. Alors c'est particulièrement vrai pour les lieux virtuels, mais c'est vrai aussi pour le livre que je prends à un moment où l'auteur est peut-être décédé, ou a changé d'avis, ou s'est positionné autrement. Et donc tous ces lieux ont évidemment une capacité d'accueillir l'échange ou pas. C'est parfois des lieux qu'on partage, et je pense que c'est important aujourd'hui de partager les ressources, ça ne sont pas infinies, et donc il est aussi important, et c'est peut-être un bien de se dire que les ressources n'étant pas infinies, on va pouvoir retrouver une bibliothèque municipale, une bibliothèque universitaire sur un même lieu, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de raisons que ce soit écarté. On peut avoir des économies d'échelle, réfléchir à mieux faire avec les moyens, et donc c'est tout à fait intéressant de les partager. On a des lieux en propre, c'est important d'avoir aussi des lieux en propre et de réfléchir ce qui est le propre et ce qui est le partagé. On a des lieux formels, bien sûr, une bibliothèque c'est formel, mais il y a aussi des lieux informels, et c'est aussi important, et c'est ce que nous voyons dans l'université dont j'ai une partie de la charge, de prévoir des lieux où les étudiants ne sont pas assis dans des amphis, mais peuvent échanger. Et de toute façon, les étudiants, ils habitent les lieux. Ils vont finir par s'installer. On va se rendre compte qu'à certains lieux qu'on avait pensé des lieux de passage, des tables s'installent. Alors ça, c'est l'enfer pour les responsables de la sécurité, parce qu'on a trouvé des endroits qui sont habités, en effet, mais si on ne les a pas pensés, ils sont habités et squattés, et c'est normal, c'est heureux, ça montre que l'université vit. Donc, lieu formel, lieu informel, et puis il y a des relations symétriques ou pas. Quand je vais dans une école, je suis chez quelqu'un qui me reçoit. Et puis il y a des lieux où les relations sont symétriques. Quand on discute ensemble autour d'une table à la bibliothèque, nous sommes dans une relation tout à fait différente de celle où je vais visiter, on m'accepte, on accepte que je sois là. Et tous ces lieux, évidemment, ils existent, mais en termes de commun, de communauté, ils sont sans doute encore beaucoup trop rares. Si on fait l'inventaire de ce qui est le nombre d'endroits où on trouve interdits au public, accès réservé, etc., je pense que je trouve que dans certaines écoles, les choses n'ont pas tellement changé par rapport à celles que moi j'ai vécues, où il y avait une ligne jaune, où étaient parents non admis au-delà de cette ligne. Et ça existe encore parfois, ce genre de choses. Alors on peut comprendre, on ne peut pas non plus se laisser envahir, déborder, et où toute frontière est abolie. Il y a des moments où on fait de l'apprentissage de façon formelle, et il est nécessaire de pouvoir travailler calmement, mais on voit tout de suite que ces frontières sont difficiles à établir, et difficiles à réfléchir, et difficiles parfois à dépasser quand on n'y réfléchit pas bien. Alors, pour rester dans le temps, qui est aussi important, peut-être si on peut former des vœux, en tout cas moi j'en forme un certain nombre en me disant mais finalement entre enseignement et recherche c'est bien deux faces de la même pièce. Alors à l'université c'est très clair, nous sommes enseignants-chercheurs, donc il faut sans doute réfléchir au statut du premier et du second degré en disant mais finalement oui, mais on n'est pas exactement dans la même perspective. Non seulement on est enseignants-chercheurs parce que nous réfléchissons à ce que nous faisons, mais on est aussi des producteurs de savoir qui peut être consommé par d'autres. La question de cette production de savoir qui doit dépasser les frontières de l'amphithéâtre, etc., c'est évidemment quelque chose qui est important à poser pour les enseignants du premier et second degré. Est-ce que c'est leur mission essentielle? Est-ce que c'est des producteurs de savoirs locaux? Donc tout ça, évidemment, est essentiel à baliser si on ne veut pas non plus donner l'illusion que tout le monde fait tout et fait pareil. Je ne pense pas que tout le monde fait tout et fait pareil. Donc il faut aussi se dire, on doit créer ces lieux d'échange, de co-construction. Si on veut que ce que nous faisons soit utile, il y a intérêt à demander aux usagers ce qui serait utile pour eux, sans quoi on continuera à faire des choses qui sont sans doute agréables, mais pas forcément utiles au sens où ça peut être réinvesti, et dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner que ce n'est pas réinvesti. Donc
je crois qu'il y a vraiment cette réflexion. Donc les lieux de co-construction, de faire avec, d'élaborer avec, et pas seulement de dire toi tu donnes cours, moi je t'observe, ça c'est pas de la co-construction, hein, évidemment. C'est essentiel, en respectant donc les différences et les spécificités. Je ne vais pas prendre la craie de ma collègue institutrice primaire, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça l'échange, c'est de pouvoir se reconnaître aussi dans des fonctions qui sont spécifiques, mais avec des personnes avec qui on peut construire. Ça veut dire qu'il faut aussi reconnaître le statut d'acteur et de professionnel à tous les collègues. Chaque collègue est un professionnel. Alors parfois on est étonné en disant mais pourquoi est-ce qu'il ne sait pas ça, ou bon sang, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Oui, ok. Mais les contraintes professionnelles sont ce qu'elles sont et on peut voir comment ensemble on va pouvoir avancer. Et plus on se verra, moins les incompréhensions seront certainement grandes. Si ces lieux où on accepte de reconnaître l'autre et de construire avec lui sont plus fréquents, plus disponibles, très certainement les choses seront plus faciles. Ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir à la division entre des écoles, des collèges, des lycées et l'université. Quand on a la possibilité d'abolir les frontières, nous avons dans mon université les grilles entre le lycée et l'université. On peut se dire ben pourquoi bon sang, est-ce que c'est pas la même structure, c'est pas la même entité juridique. Mais il serait très facile de réfléchir, en tout cas, à aménager, ne serait-ce que symboliquement, les accès entre, je pense à un lycée qui est à côté de mon université. Il faut évidemment chercher chez l'autre le partenaire. C'est de se dire l'autre n'est pas un empêcheur de tourner en rond ou simplement un objet d'étude. C'est un partenaire, parce que comme on travaille sur le vivant, il faudra, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le collègue est bien un collègue et un partenaire, et il faut chercher ce partenaire comme tel. Et puis, certainement aussi, il faut vouloir améliorer ses propres pratiques et ses connaissances professionnelles. Et ça vaut pour le premier, le second et l'université. Améliorer mes pratiques, savoir si moi, ce que je suis en train de faire là maintenant, ça a du bon sens. Est-ce que vous allez garder? Est-ce qu'il fallait prendre un PowerPoint ou pas? Est-ce que j'aurais dû discourir sans? Est-ce qu'il était utile de mettre des images ou pas, etc. Tout ça, ce sont des questions qui, évidemment, nous permettent de dire « Ok, moi, je ne suis pas sûr de mon coup. Ok, je dois bien dire quelque chose, mais j'ai des marges de progression, moi aussi. » Nous avons tous des possibilités de progresser, et c'est aussi pour cela qu'en tout cas dans nos institutions belges francophones, par exemple, l'avis des étudiants est prépondérant, est important, et que nous le demandons, et qu'il n'y a pas de nomination sans avis des usagers. C'est essentiel. C'est sans doute pas confortable. Au début, on peut se dire que c'est inconfortable, mais quand on regarde cela, et nous l'avons fait de façon très fine, les étudiants ne veulent pas le mal pour leurs enseignants. Ils ne sont pas bêtement méchants. Oui, de temps en temps, il y a un petit mot qui dépasse sans doute ce qui est communément accepté, mais globalement, c'est quelque chose qui, si on leur montre l'intérêt de faire cette évaluation et la portée de cela, c'est plutôt quelque chose qui se passe bien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc Demeuse, pour cette intervention. Y a-t-il des questions? Par hasard. Non. Pas de questions? Si. Généralement, sur l'autre côté de la salle, les questions, toujours comme ça. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai juste une petite interrogation en tant qu'également enseignant-chercheur à l'université. Les questions que je me pose souvent sont, oui, il nous faut des lieux, mais comment construisons-nous les temps de ces échanges? Et je crois que c'est important dans cette journée qu'on réfléchisse pas seulement aux lieux, pas seulement au rôle de chacun des différentes parties, mais aussi au temps que l'on peut allouer à chacun d'eux. Voilà, c'est une proposition de réflexion. J'imagine que vous n'avez pas la réponse plus que moi aujourd'hui, mais je crois que c'est important qu'on y pense. Et je vous remercie encore pour votre intervention. Merci. Bon, bien maintenant, ce sont des échanges dans le cadre d'une table ronde qui vont être conduits. Alors, Non, mais je n'ai pas, comme le collègue le dit, je n'ai pas la réponse absolue à ça, mais ça veut dire qu'il faut aussi penser au temps de service. Donc il faut vraiment habiter les lieux qu'on va créer, sinon ça ne servira pas à grand-chose d'avoir de très jolis espaces avec peut-être des pots de fleurs, mais pas d'acteurs dedans. Donc ça veut dire réfléchir au temps de l'école. Alors,
moins que chez vous, nous n'avons un temps de service défini. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'à l'université, alors ça, je le dis juste, vous ne serez sans doute pas forcément d'accord avec cette idée, mais ça veut dire que on peut le faire à l'université. C'est plus compliqué à faire, évidemment, avec le premier et le second degré, où là, il y a des emplois du temps, et où les enseignants, en tout cas chez nous, sont à l'école quand il y a des élèves, et ils sont moins à l'école que les élèves, et puis le reste du temps, ils sont ailleurs, et pour certains, on considère que ce n'est pas du temps. Enfin, ce n'est pas du temps qu'on doit. Et on peut le comprendre pour des raisons historiques. L'été, c'était des périodes de chômage. On a gardé cette idée-là aujourd'hui. Donc il faut certainement repenser tous ces temps qui permettent réellement de faire ensemble. Ça pose aussi l'idée du collectif que je n'ai peut-être pas assez souligné. On s'échine chez nous toujours à vouloir préparer ses cours, chacun chez soi, isolément. Et alors la réponse est on n'a pas d'endroit pour préparer nos cours. Mais l'expérience montre que quand il y a des endroits, on ne le fait pas non plus nécessairement. Donc toute la question est de dire, est-ce qu'il faut, bon sang, que chacun fasse ses évaluations alors qu'on a les mêmes élèves, enfin on a des élèves en parallèle et qu'on pourrait très très bien décider de faire ensemble quelque chose. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'ADEPE renvoie des évaluations externes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui à la fois nous feraient gagner du temps et gagner en expertise entre collègues. Donc tout ça évidemment suppose qu'on repense le temps. Vous avez raison, penser l'espace ne suffit pas.